Apprendre la relativité générale à partir de zéro. Que vous y croyez ou non, commencez par regarder cette expérience de pensée qui a complètement changé le cours de la science humaine. Dans une petite pièce isolée du monde extérieur. Après mesure, votre poids n'a absolument pas changé, il est toujours de 80 kg. Alors, veuillez déterminer où se trouve cette pièce parmi les options suivantes. 1. La pièce se trouve à la surface de la Terre. 2. La pièce se trouve dans un vaisseau spatial en accélération, dont l'accélération est la même que celle à la surface de la Terre, soit environ 9,8 mètres par seconde au carré. 3. Il est impossible de faire un jugement. Voyons si votre idée et votre réponse dépassent celle de plus de 99% des gens. Revenons au début du XXe siècle. À cette époque, un petit employé de l'Office des brevets suisses vit par hasard, à travers la fenêtre, un nettoyeur debout sur une échelle. Une inspiration jaillit, et il se posa à lui-même une question à la fois simple et profonde. Si le nettoyeur glissait et tombait de l'échelle, sans tenir compte de la résistance de l'air vers le haut, avant de toucher le sol, pourrait-il ressentir la gravité que la Terre exerce sur lui? Imaginez qu'il perde le soutien du sol. En tombant avec accélération, le nettoyeur serait en état d'apesanteur totale et ne pourrait pas ressentir la gravité de la Terre. La raison est que le mouvement accéléré de l'objet annule l'effet de la gravité terrestre. Le petit employé, par intuition, pensa que derrière cette question simple se cachait une vérité stupéfiante. Il faut savoir que le mouvement accéléré produit une force d'inertie. Par exemple, lorsqu'une fusée accélère follement vers le haut, elle crée une force d'inertie vers le bas qui plaque les astronautes au sol. Alors, lorsque le nettoyeur accélère vers le bas, il produit une force d'inertie vers le haut. Mais celle-ci semble également être annulée par la force de gravité vers le bas. Il semble donc que la gravité et la force d'inertie puissent s'annuler mutuellement. Alors, quel est exactement le lien entre la force d'inertie et la gravité? Peuvent-elles se substituer l'une à l'autre? Cette grande expérience de pensée du début commença à germer dans l'esprit du petit employé. Après y avoir longuement réfléchi, il supposa que, pour une petite pièce fermée, même si elle se trouvait dans un vaisseau spatial loin de la Terre, tant que l'accélération du vaisseau a la même valeur que l'accélération produite par la gravité à la surface de la Terre, alors la force d'inertie formée dans la petite pièce et la gravité à la surface de la Terre seraient totalement indiscernables. En regardant l'indication de 80 kg, la personne dans la petite pièce pourrait tout à fait croire qu'elle se trouve à la surface de la Terre. La force d'inertie semble avoir complètement remplacé la gravité. Finalement, le petit employé tira une conclusion audacieuse. La force d'inertie formée dans un référentiel accéléré et la gravité autour des corps célestes ont exactement la même nature physique. Elles sont une seule et même force, équivalentes l'une à l'autre. Le principe d'équivalence, qui allait complètement changer le cours de la science, était né. Ce grand petit employé n'était bien sûr autre qu'Einstein. À ce moment-là, cela ne faisait que quelques années qu'il avait publié la relativité restreinte. Einstein passait ses journées à se retourner sans dormir, car la relativité restreinte ne pouvait pas expliquer le mouvement accéléré et la gravité. La découverte du principe d'équivalence lui fit voir l'unique espoir. Et il déclara que c'était la pensée la plus heureuse de toute sa vie. Et ensuite, un cercle en rotation et un simple rayon de lumière qu'Einstein imagina levèrent complètement le voile mystérieux de la gravité et de la force d'inertie. Ce cercle en rotation fut plus tard appelé le disque d'Einstein. Imaginez qu'il y ait un cercle sur un plan, si on le fait tourner à vitesse constante. Puisque le cercle est une entité géométrique dans l'espace, alors pendant la rotation, sa structure géométrique sera inévitablement affectée par l'effet de contraction des longueurs de la relativité restreinte. Voyons comment le nombre π en rotation, c'est-à-dire le rapport entre la circonférence et le diamètre, s'écarte de la valeur standard 3,1 415 925. Si la vitesse de rotation du cercle est relativement lente, vous ne remarquerez peut-être pas de changement évident de π. Mais si la vitesse linéaire de la circonférence approche celle de la lumière, par exemple en atteignant 99% de la vitesse de la lumière, que se passera-t-il? Comme chaque point sur la circonférence se déplace à 99% de la vitesse de la lumière, selon la formule de contraction des longueurs dans la direction du mouvement en relativité restreinte, la circonférence sera raccourcie à 14,11% de sa longueur originale. Et comme le diamètre est toujours perpendiculaire à la direction de rotation de la circonférence, sa longueur ne change pas. Cela entraîne que π sera réduit proportionnellement à 0,4432 à cause du raccourcissement de la circonférence. Et à mesure que la vitesse de rotation de la circonférence se rapproche de plus en plus de celle de la lumière, π se rapprochera de plus en plus de 0. À ce moment-là, la structure géométrique du disque d'Einstein est sur le point de s'effondrer. Quel type de structure géométrique peut raccourcir la circonférence d'un cercle sans changer son diamètre? Einstein pensa rapidement à une surface bidimensionnelle courbée. Imaginez dessiner un cercle sur la surface courbée de la Terre, en prenant le pôle nord comme centre. Le diamètre du cercle se courbera vers le bas le long des méridiens de la surface terrestre courbée. Le diamètre devient une série de courbes partant du centre et perpendiculaire à la circonférence. Si l'on compare la circonférence d'un cercle sur la surface courbée de la Terre avec celle d'un cercle de même diamètre sur un plan,
la circonférence du cercle à la surface de la Terre sera certainement plus courte. Et pi diminuera en conséquence. Ou bien on peut comprendre cela ainsi, en gardant la circonférence constante. Lorsque le diamètre se courbe progressivement vers une troisième dimension spatiale, pi commencera à diminuer à cause de l'augmentation du diamètre. À ce moment-là, Einstein réalisa enfin que le cercle en rotation n'était plus une structure géométrique plane. En réalité, il était déjà devenu une géométrie non euclidienne. Autrement dit, le plan sur lequel se trouvait initialement le cercle se courbe dans une certaine direction à cause de la rotation. Mais il faut noter que cette direction de courbure est en réalité la direction du temps dans l'espace-temps à 4 dimensions. Ensuite, Einstein pensa au point le plus crucial. La courbure de la structure géométrique de l'espace s'accompagne de l'apparition de forces d'inertie. Par exemple, sur la surface bidimensionnelle qui tourne avec le cercle, des forces d'inertie apparaissent, c'est-à-dire ce que nous appelons communément la force centrifuge. Si l'on se tient sur cette surface bidimensionnelle en rotation, plus on s'éloigne du centre, plus la force centrifuge vers l'extérieur est grande. Plus on se rapproche du centre, plus la force centrifuge vers l'extérieur est petite. D'un autre côté, plus on s'éloigne du centre, plus le degré de courbure de la surface bidimensionnelle est grand. Plus on se rapproche du centre, plus le degré de courbure est petit. Einstein en déduisit audacieusement que l'apparition des forces d'inertie est certainement un phénomène de surface. Sa nature physique profonde est en réalité que l'espace s'est courbé. Lorsque l'espace rectiligne se courbe, apparaissent des forces d'inertie que nous pouvons ressentir. Si l'on utilise la courbure pour exprimer qualitativement le degré de courbure de l'espace, alors plus la courbure est grande, plus la force d'inertie est grande. Plus la courbure se rapproche de zéro, plus la force d'inertie est petite. Afin de vérifier sa supposition, Einstein pensa à une méthode absolument brillante. Utiliser la trajectoire de la lumière dans le vide pour vérifier si l'espace est courbé. Comme la vitesse de la lumière est la plus rapide de l'univers, la lumière dans le vide doit donc forcément se propager le long du chemin le plus droit et le plus court. Alors, dans une région du vide remplie de force d'inertie, en émettant un rayon de lumière à un angle perpendiculaire à la force d'inertie, si la nature de la force d'inertie est effectivement la courbure de l'espace, alors la trajectoire de la lumière doit nécessairement présenter une courbe. Et si la force d'inertie n'a rien à voir avec la courbure de l'espace, alors la trajectoire de la lumière dans un référentiel inertiel restera une ligne droite. Bien sûr, à l'époque d'Einstein, cela restait encore une expérience de pensée. À ce moment-là, imaginons-nous à l'intérieur d'un vaisseau accélérant droit vers le haut. Si l'on émet un rayon de lumière horizontalement, pendant le trajet de la lumière après son émission mais avant d'atteindre le mur, toute la petite pièce continue à accélérer vers le haut. Mais la vitesse de la lumière ne peut pas augmenter. L'accélération de toute la petite pièce est sans effet sur la vitesse de la lumière. Comme, lorsque la lumière atteint le mur s'est déjà déplacé vers le haut sur une certaine distance. Ainsi, dans la petite pièce, il semblera inévitablement que la trajectoire de la lumière se dévie vers le bas d'un certain angle. En agrandissant cet angle de déviation, nous pouvons clairement voir que, dans ce référentiel inertiel de la petite pièce, la trajectoire suivie par la lumière n'est déjà plus une ligne droite, mais une courbe déviée dans la direction de la force d'inertie. Et le fait incroyable est que cette courbe est précisément la ligne la plus droite entre le point d'émission de la lumière et le point d'arrivée sur le mur, et aussi la plus courte ligne entre deux points. Si l'on force le tracé d'une ligne droite visuelle entre ces deux points, il semble que la ligne tracée soit plus courte que la courbe parcourue par la lumière. Mais en réalité, dans l'espace courbé de la petite pièce, la ligne droite visuelle tracée est en fait plus longue et plus courbe, parce que la lumière avance toujours et éternellement le long du chemin le plus court entre deux points. À ce moment-là, Einstein vit que derrière la force d'inertie se cachait effectivement la courbure de l'espace. Alors, selon le principe d'équivalence, la gravité doit nécessairement aussi être le résultat de la courbure de l'espace. À partir de là, Einstein révéla enfin la nature de la gravité. Il s'avéra que les objets produisent de la gravité, parce que leur existence fait courber l'espace environnant. Et la masse d'un objet est une mesure de l'ampleur de l'inertie. Tout comme sur le disque d'Einstein, plus on s'éloigne du centre, plus l'accélération est grande. Et plus la force d'inertie est grande. Et plus la courbure de l'espace est forte. De même, plus la masse d'un objet est grande, plus la gravité est grande. Et plus la courbure de l'espace est forte. Pour reprendre une phrase de Wheeler, on peut dire que la matière dit à l'espace-temps comment se courber, et l'espace-temps dit à la matière comment se mouvoir. Si la physique moderne considère que la nature de la gravité n'est pas seulement la courbure de l'espace, mais la courbure de l'ensemble de l'espace-temps à 4 dimensions, c'est parce que tout objet, y compris la lumière, dans l'espace-temps à 4 dimensions, avance en réalité toujours le long du chemin le plus court entre deux points adjacents. Alors la torsion de l'espace entraînera inévitablement la courbure du temps. Si, depuis l'expérience de pensée du début de la vidéo, vous avez suivi Einstein pas à pas, et compris la courbure de l'espace derrière la gravité, alors félicitations. Vous avez déjà mis un pied dans la porte de la physique moderne.